Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier achat que j'ai fait sur la semaine dernière. Donc il s'agit de l'entreprise FICO. J'ai commencé une petite position sur mon portefeuille, donc c'est l'équivalent de 3 à 4%. Parce qu'actuellement l'entreprise traverse son deuxième plus gros drawdown, mais elle reste toujours à une valorisation qui est assez chère. Donc moi je suis rentré, pour vous dire, à 37 fois son free cash flow. On commence rapidement par jeter un coup d'œil aux chiffres. Donc là, si on s'intéresse aux revenus, on voit que sur l'année 2025, ils ont fait 1,990 milliard de chiffre d'affaires et ils ont une croissance annuelle juste là de 8,55% depuis 2016, donc quasiment 10 ans. Et on voit qu'on a quand même une accélération sur les dernières années et ça, c'est dû au pricing power, au fait qu'ils se permettent d'augmenter leur prix. Ensuite, on a un free cash flow juste là de 769 millions en 2025, avec une croissance annuelle composée de 17,42%. Et on a un free cash flow de 31 dollars et 3 centimes par action. Et ça représente une croissance de 21,30% de croissance annuelle composée. Au niveau de la dette, on a un ratio net dette sur EBITDA qui oscille entre 1,6 et 3, sachant que ma limite, moi, c'est 3, donc là, c'est OK. Mais bon, c'est vrai qu'on a une entreprise qui a quand même un peu de dette, même plutôt pas mal de dettes. Et je voulais regarder aussi les retours sur capitaux. Donc, on voit que c'est croissant, donc c'est très bien. Et on a des retours sur capitaux, donc le ROCE, je regarde en 2025 de quasiment 80%, ce qui est énorme. Et ces retours sur capitaux augmentent de 13,80% par an. Maintenant, on va s'intéresser à comment FICO gagne de l'argent. Donc, ils ont deux gros segments, la partie software et la partie score. Donc, on va faire assez simple, mais FICO note la capacité d'un individu à pouvoir rembourser un emprunt. Donc plus un individu va avoir un score FICO qui va être élevé, plus il pourra obtenir d'une banque un taux d'emprunt faible. Et à l'inverse, si son score FICO est bas, la banque, pour sécuriser une éventuelle perte, elle va lui imposer des taux d'emprunt beaucoup plus élevés. Et il est important de noter surtout que le score FICO est un standard mondial qui est utilisé dans plusieurs pays. Il va lui donner une position de leader et de monopole sur le marché des scores de crédit. Et le segment score, surtout, c'est la partie la plus rentable de FICO parce que ça représente, là, ils expliquent 1,1 milliard et 169 millions. Donc ça fait l'équivalent de entre 50 et 60% de leur CA. Mais ça va représenter 70 à 80% des bénéfices qu'ils génèrent parce qu'on a un business en fait qui est assez scalable où le coût du score, une fois qu'il est mis en place, il peut être dupliqué sur énormément d'individus pour moindre coût. Et en plus de ça, FICO utilise le pricing power sur le segment des scores. Donc là, ils ont augmenté la dernière fois de 40% le prix d'un score. Donc c'est passé de 3,50 à 4,95 dollars le score. Mais ils se permettent ça parce qu'ils sont en situation de monopole et que ça représente une toute petite goutte d'eau dans tous les frais qu'il peut y avoir liés à un prêt hypothécaire. Donc, étant donné qu'on a un business qui est quand même lié à tout ce qui est crédit, emprunt, il y a forcément un petit lien avec les taux d'intérêt. Et étant donné qu'en ce moment, les taux d'intérêt aux États-Unis, parce qu'on a une boîte qui est quand même majoritairement euh, sur le marché américain, bah, actuellement, les taux sont quand même très élevés aux États-Unis. Mais on voit que sur les segments score, ils ont eu une croissance de 27% par rapport à l'année dernière. Et donc ça, c'est notamment dû, on l'a vu, au pricing power. On le voit, ça a été drivé par les B2B, donc les entreprises. La plupart des personnes qui achètent ces scores sont des entreprises, notamment les bureaux de crédit, comme Equifax, tout ça. Ce qui montre que même en période de taux d'intérêt élevés, bah, on a une entreprise qui se permet d'avoir une croissance exceptionnelle. On s'intéresse un peu à qui achète ces scores. Donc, comme je l'ai dit, on a les bureaux de crédit, donc les entreprises comme Equifax, et ça représente une part énorme du chiffre d'affaires de FICO. Donc, on a trois entreprises qui représentent 50% de leur chiffre d'affaires sur les scores. Ensuite, il peut y avoir tout ce qui est les resellers comme Xactus
avec qui ils viennent de faire un partenariat. Donc pour faire un peu tout le cheminement, on va d'abord avoir les bureaux de crédit qui vont avoir la data, mais une data qui est illisible, qui va ensuite être traitée par les resellers comme Xactus pour donner un rapport bien plus simple à lire. Et ensuite, on a les banques qui achètent ces rapports euh, aux resellers afin de pouvoir octroyer un éventuel prêt. Et donc l'algorithme de FICO qui va être utilisé pour scorer les gens, il va être principalement au niveau des bureaux de crédit et maintenant ils sont en train de s'implanter au niveau des resellers. Il va permettre de limiter les intermédiaires et éviter le risque de concentration client. Donc je l'ai dit rapidement, ces scores servent à noter un individu sur sa capacité de remboursement d'un emprunt. Mais la vraie position de leader et de monopole de FICO, ça va être sur la titrisation, donc tout ce qui va être autour des MBS, donc Mortgage Backed Securities. Donc pour faire simple, qu'est-ce que c'est que la titrisation? C'est lorsqu'une banque va avoir accordé un prêt. Donc ce que la banque va faire au lieu de garder cette dette, elle va faire un lot avec tous ses prêts et elle va les mettre en vente sur le marché secondaire pour en tirer de la liquidité tout de suite afin de pouvoir reprêter immédiatement de l'argent. Et donc ces MBS vont avoir un score FICO qui va faire la moyenne en fait de tous les prêts qu'il y a dans ce panier, qui va permettre à un fonds de pension japonais ou alors à un fonds de pension européen d'avoir une idée de la qualité de cette dette afin de pouvoir l'acheter ou non. Donc pour toutes les entreprises qui sont liées au score FICO, c'est quand même synonyme de crédibilité, expérience et ancienneté, parce que c'est le seul score qui a survécu à la crise de 2008, qui fait que FICO est le seul à avoir un historique de data aussi long. Et ensuite, ils ont leur business de software, donc là, on va passer un peu plus rapidement dessus. Donc là, ils ont eu une croissance de 3% sur l'année 2025 par rapport à 2024 sur le segment software. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on a 19% de croissance sur FICO Platform. Et ils ont surtout une valeur des contrats qui ont augmenté de 21% par rapport à l'année dernière, ce qui en fait leur plus grosse performance jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui est top parce que ça donne une certaine lisibilité sur la profitabilité future du segment software de FICO. Donc ils ont énormément de solutions pour énormément d'acteurs. Ça peut être pour les banques, pour faciliter l'octroi du crédit, pour qu'elles puissent faire de meilleures décisions, savoir si ça vaut le coup de prêter de l'argent ou pas. Ça peut être évaluer les risques, détecter les fraudes grâce à un profilage des transactions et des individus. Donc voilà, ils ont plein de sous-logiciels qui vont être intégrés à la plateforme principale, donc FICO Plateforme. On a aussi un autre truc important par rapport au software, c'est qu'ils sont en train de basculer tout doucement vers un modèle SaaS. Par exemple, en 2022, le chiffre d'affaires, c'était à peu près 50% SaaS, 50% licence. Et aujourd'hui, en 2026, on est à peu près à 60% SaaS et 40% licence. Donc ça, c'est top parce qu'avec le modèle SaaS, on va avoir des revenus récurrents et une marge qui augmente. Alors qu'avec un modèle licence, on est souvent sur un licence co-unitaire et après des frais de maintenance qui vont être tarifés à l'année, au mois, enfin bref. Mais du coup, ces frais de maintenance sont souvent à marge beaucoup plus faible. Donc leur stratégie, ça sera bien sûr un jour d'atteindre les 100% de SaaS et un conseil humain derrière, on l'a vu, qui est un peu moins à marge élevée, mais qui leur convient. Et donc FICO n'a pas envie de dégrader cette relation client, étant donné qu'il leur apporte énormément de chiffre d'affaires. Donc leur stratégie, c'est d'intégrer de plus en plus de nouveautés sur leur plateforme SaaS afin qu'il y ait une transition comme ça doucement de tous leurs clients pour qu'il y ait une plus grosse valeur ajoutée à être sur un modèle SaaS. Donc je l'ai expliqué, on a FICO aujourd'hui qui subit son deuxième plus gros drawdown, donc sa deuxième plus grosse baisse depuis son introduction en bourse. Et si on regarde, alors c'est pas le plus haut, il me semble que le plus haut c'était 2400 $, quelque chose comme ça. On est à moins 45%. Et on va regarder du coup pourquoi cette entreprise baisse à l'heure actuelle. Je pense qu'on a encore et toujours un peu de narratif IA qui fait que cette action baisse. Parce que si on regarde toutes les entreprises de data financière comme S&P Global, MSCI, on a des entreprises qui ont pris des grosses claques là depuis le début de l'année, justement à cause de l'IA avec Claude Cowork, tout ça qui pourrait potentiellement disrupter ces entreprises-là. Mais encore une fois, c'est des entreprises qui ont de la data
historique depuis des dizaines, vingtaines d'années, ce que l'IA n'a pas, ou alors elle est obligée d'aller la scraper, mais elle n'est pas propriétaire de ces données, et qu'on a toujours un problème juridique à ce niveau-là. Donc voilà, pour commencer, on a un peu de narratif IA. Ensuite, pour moi, en deuxième, on a la régulation et la concurrence. On a vu que FICO était en situation de monopole, qui fait qu'elle pouvait pratiquer un pricing power très important. Ils ont fait 40% de croissance sur le prix d'un score. Et donc FICO, ça fait un moment qu'elle est dans le viseur des régulateurs parce qu'ils vont surveiller à ce que les frais imposés aux consommateurs ne soient pas trop élevés. Donc si on a une régulation qui choisit de plafonner le prix des scores, bah, ça va largement freiner le pricing power de FICO. Et ensuite, on va aller là un petit peu plus en détail sur tout ce qui était les MBS. Donc, on l'a vu, les banques ne veulent pas garder cette dette dans leur bilan. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles revendent leurs prêts pour en faire des MBS afin que ça soit revendu sur le marché secondaire. Et on a deux sociétés qui sont backées par le gouvernement américain qui créent ces MBS, donc Fannie Mae et Freddie Mac. Et pendant des dizaines d'années, ces deux entreprises exigeaient des banques que les prêts soient scorés avec un score FICO afin de créer ces MBS. Et ça fait moins d'un an, donc depuis juillet 2025, que le régulateur, donc c'est la FHFA, donc la Federal Housing Finance Agency, qui autorise ces deux entreprises à utiliser un autre score comme le Vantage Score. Donc le Vantage Score, c'est le principal concurrent du score FICO et c'est un score qui a été créé par les trois bureaux de crédit. Donc c'est Equifax, TransUnion, tout ça, qu'on a déjà cité tout à l'heure. Et si vous vous rappelez bien de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ces entreprises-là, ces trois bureaux de crédit, sont les clients de FICO pour 50% de leurs revenus du segment score, mais du coup sont aussi leurs concurrents car elles possèdent elles aussi leur propre score, le Vantage Score. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a FICO qui est en train de s'éloigner un peu de ces trois entreprises afin de directement distribuer le score aux resellers. Et donc, ce que fait FICO en démarchant et en faisant les partenariats avec les resellers, c'est qu'elle s'éloigne de ces trois bureaux de crédit qui sont ses concurrents. Donc, en faisant ça, ce que FICO fait, c'est qu'elle se sépare un peu de ses clients historiques, mais qui sont aussi ses concurrents. Il y aura moins de concentration client, donc moins de risques. Et ça enlève un intermédiaire, ce qui fait que pour le client final, ça sera moins cher. Ou alors ça va permettre à FICO d'augmenter encore un peu plus ses prix. Donc pour moi, on a déjà cette première chose qui vient nuancer l'utilisation du Vantage Score. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que c'est bien beau pour les entreprises comme Fannie Mae et Freddie Mac qui créent les MBS d'utiliser un Vantage Score. Mais après, ces MBS vont être notés par les agences de crédit comme du Moody's ou du S&P Global, qui elles notent et gradent cette dette depuis des années avec des scores FICO en standard. Donc ces entreprises ont quand même un pouvoir d'exiger du score FICO pour une meilleure notation des dettes. Et ensuite, les autres acteurs qui peuvent exiger un score FICO, ce sont tout simplement les acheteurs finaux de ces dettes, de ces MBS. Donc on l'a mentionné tout à l'heure, ça peut être un fonds de pension japonais, un fonds de pension européen. Donc ces fonds de pension qui ont un historique de dette scoré avec du FICO depuis des années vont avoir du mal à les mettre en perspective avec un nouveau MBS qui va être acheté et scoré avec du Vantage Score, qui fait qu'elle ne pourra pas comparer ces MBS dans son propre portefeuille en filtrant par niveau de rentabilité ou quoi que ce soit, parce que on aura un score qui ne sera tout simplement pas le même. Donc voilà, les agences de notation et les clients finaux des MBS peuvent exiger du FICO parce que ça fait tout simplement que des années que c'est comme ça. Et pour moi, le dernier point, c'est à l'heure actuelle la valorisation de FICO qui est très élevée. Même après cette baisse, elle reste très élevée. Et le potentiel risque de récession aux États-Unis. Si on regarde la valorisation de FICO, là, on est à peu près à 36-37 fois son free cash flow. Donc c'est à cette valorisation-là que moi je suis rentré. Mais on peut voir qu'elle a eu des prix sur free cash flow de 90, quoi. C'est abusé. Donc forcément, avec tous ces risques de monopole qui risquent d'être cassés, la concurrence qui arrive avec le Vantage Core, on a une valorisation qui se dégonfle.
Donc on a quand même un historique de valorisation qui est assez élevé pour FICO, mais même à 36, ça reste assez élevé. Par rapport à son historique, ça va, mais pour une entreprise classique, pour moi, ça reste assez élevé. Donc c'est pour ça que je suis rentré à une petite position, 3-4% de mon portefeuille, en attendant une opportunité beaucoup plus évidente avant de renforcer massivement cette position. Et surtout, là, ça peut être un peu plus spéculatif, mais on peut avoir un risque de récession aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça dernièrement, mais on a un taux record des défauts des crédits privés aux États-Unis. Donc, ce n'est pas des prêts faits par les banques, mais ce sont des prêts faits par les fonds privés. On peut penser à du Brookfield, on peut penser à du BlackRock, qui ont prêté de l'argent à des entreprises à taux variable. Aux États-Unis, c'est pas comme en France, vous avez un taux variable, donc c'est-à-dire que vous pouvez emprunter un jour à 1%, mais si votre taux d'intérêt, si la Fed, par exemple aux États-Unis, augmente les taux d'intérêt, ce qu'elle a fait sur les dernières années pour battre un peu cette inflation, et ben vous vous retrouvez avec un taux d'emprunt que vous n'aviez pas forcément calculé dans votre budget, qui va en fait complètement casser votre calcul de rentabilité et vous allez potentiellement faire défaut sur votre remboursement d'emprunt. Ce qui est important de noter aussi, c'est que ça touche principalement les entreprises, les petites entreprises aux États-Unis. Donc pourquoi ça pourrait potentiellement créer une récession aux États-Unis? Et bah, tout simplement parce qu'en fait, les entreprises qui font défaut sur leur remboursement de leurs dettes peuvent potentiellement faire faillite. Et donc, si elles font faillite, elles licencient. Si elles licencient, on a un taux de chômage qui augmente. Et si on a un taux de chômage qui augmente, on a une baisse de la consommation aux États-Unis, qui fait que les gens ne font plus de crédit, n'empruntent plus en banque. Et donc, si on a une baisse de la consommation aux États-Unis, une baisse du crédit, et ben, on va avoir FICO qui va tout simplement vendre moins de scores et bah, ça peut tout simplement impacter son chiffre d'affaires. Donc voilà, pour moi, ce sont tous les risques qu'on peut potentiellement voir sur l'entreprise FICO. Donc un tout petit peu de narratif IA qui pour moi n'a pas lieu d'être. Le risque de régulation et de concurrence qui est pour moi le risque le plus important. Même si on l'a vu, on a une entreprise qui est extrêmement bien intégrée dans le système financier hypothécaire américain. Une valorisation qui est abusée, donc forcément il y a un retour à la normale et ça peut potentiellement encore baisser. Et un peu plus spéculatif, potentielle récession aux États-Unis. Voilà, donc surtout n'oubliez pas de passer par mon lien qui est en description pour ouvrir un compte sur Interactive Broker, bah, qui est le courtier que j'utilise. Mettez-moi un commentaire si vous avez étudié la boîte FICO, si vous en avez en portefeuille, ou alors si elle vous intéresse, si vous la trouvez trop chère. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Mettez un j'aime à la vidéo et surtout, bah, il faut vous abonner. Voilà, à plus!